Bonjour à toutes et à tous. Pardonnez ce petit moment, non pas de flottement, mais de mise en place, parce que le TGV qui amenait Laurent Joly de Paris avait trois quarts d'heure de retard et notre conférencier n'est pas essoufflé, mais enfin un peu, il doit rentrer un peu dans la technique. En attendant, c'est avec un très grand plaisir que nous accueillons Thomas Gmür, qui est doctorant en sciences politiques à l'IHEID, et moi-même, titulaire de la chaire Yves Oltramar, religion et politique dans le monde contemporain, dans le cadre de ces lunch briefing ou briefing lunch, je ne sais jamais comment on doit dans quel ordre on doit le dire. Donc nous accueillons Laurent Joly, qui est directeur de recherche au CNRS, à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, qui vient de commettre un petit livre tout à fait d'actualité que Thomas vous montre, mais qui est également l'auteur de l'État contre les Juifs, des collabos, parmi beaucoup d'autres publications. Alors naturellement, le prétexte de ce débat, ce sont les élections présidentielles françaises, qui sont des élections présidentielles en creux, comme vous avez pu le constater. Naturellement, on peut en imputer la responsabilité à l'Ukraine, au Covid, mais pour celles et ceux d'entre nous qui suivons plus attentivement la vie politique française, nous savons que le problème est plus profond et plus ancien que cette actualité des 2 ou 3 dernières années. Donc, et sous le contrôle de Laurent Joly, nous assistons à une campagne présidentielle qui voit se confirmer le siphonnage de la droite et de la gauche social-démocrate par l'extrême centre d'Emmanuel Macron. Qui voit la gauche en pleine décomposition, avec une petite remontée dans les sondages de l'Union populaire, mais l'on voit bien qu'il s'agit plus d'un mouvement de compensation ou que d'une véritable adhésion au programme ou à la personne de Jean-Luc Mélenchon. Et se sont imposées au fil des semaines les thématiques de la droite radicale ou de l'extrême droite, appelez-la comme vous la voulez, qui ont en quelque sorte monopolisé le débat. Alors d'une certaine manière, l'on peut y voir la manifestation du triomphe d'une stratégie qu'avait engagée l'extrême droite dès les années 1970-1980, notamment par le truchement du Grèce. Je dois toujours regarder mes notes pour décliner l'acronyme, le groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, qui se targuait d'une démarche gramscienne, par référence au philosophe Antonio Gramsci, donc gagner la bataille des idées, gagner la bataille de l'hégémonie, pour que le pouvoir tombe comme un fruit mort, comme un fruit mûr, plus exactement, peut-être mort, beau lapsus, et c'est ce à quoi nous sommes en effet en train d'assister, avec la reprise des thèmes de la nouvelle droite par l'épicentre même de la vie politique française. N'oublions pas que c'est Emmanuel Macron lui-même qui a lancé en 2020 la campagne contre l'islamo-gauchisme, le wokisme, la théorie du genre, etc. Et en fait, on pourrait également remonter à 2015 avec les premières attaques du Premier ministre socialiste Manuel Valls contre les islamo-gauchistes. Donc idéologiquement, nous en sommes dans ce contexte. Et bien entendu, comme toujours en France, où l'histoire est un véritable sport national, cette reconfiguration de l'échiquier politique passe par l'énonciation du roman national, généralement dans le plus grand mépris des acquis ou des débats de l'historiographie. Et l'on a tous, par exemple, en tête les polémiques qu'ont suscité l'histoire de la France mondiale, l'histoire mondiale de la France, pardonnez-moi, dirigée par Patrick Boucheron, qui s'était heurté il y a quelques années à un véritable tir de barrage. Donc la question de la conception de l'histoire française,
la question du roman national est plus que jamais au cœur de la vie, et il faut bien le dire, de la crise politique en France. Et naturellement, nul mieux que Laurent Joly est qualifié pour nous parler de cette dimension de l'élection présidentielle française. Faut-il falsifier l'histoire pour l'emporter? Laurent, merci de votre présence. Nous vous laissons la parole pour une trentaine de minutes et nous reviendrons sur scène tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes. Je pense que vous m'entendez bien, le micro marche. Donc effectivement, merci Jean-François pour cette invitation. Donc autour d'un livre qui s'appelle La falsification en histoire, Éric Zemmour, l'extrême droite, Vichy et les Juifs. Alors cette petite intervention, je vais la découper en 3 temps. Dans un premier temps, je vais essayer de situer Éric Zemmour. Je pense que vous savez à peu près maintenant tous qui il est, même si je reviendrai sur lui. Je vais le situer dans la tradition de l'extrême droite française, car il est vraiment le produit d'une histoire longue qui remonte à la fin du XIXe siècle. Dans un deuxième temps, je m'attarderai un petit peu à sa biographie personnelle, à lui, pour comprendre un peu quelles sont les possibilités qu'il a de peser sur probablement un deuxième tour qui va voir s'affronter Emmanuel Macron, le président sortant, et Marine Le Pen, donc candidate d'extrême droite mais camouflée populiste. Donc voilà, il y a avec une chance de victoire qui est très importante. Je ne sais pas si vous suivez les sondages, mais quand on voit la courbe des sondages, on se dit qu'elle peut véritablement gagner. Là, le dernier sondage ce matin, c'est 48-52, avec une dynamique sans cesse voilà, enfin, on voit les courbes, c'est assez spectaculaire. Donc là, il y a une dynamique qui est quand même assez frappante et inquiétante. Et dans un troisième moment, j'évoquerai la place de l'histoire. Ce sera un peu plus long, mais c'est le cœur de mon livre. La place de l'histoire dans le programme et la position d'Éric Zemmour. Alors, Éric Zemmour, c'est le produit de plusieurs traditions de politique française. Vous avez on peut remonter à Napoléon. Depuis Napoléon, vous avez cette espèce de mythe du sauveur. Alors, ce mythe du sauveur, le sauveur de la nation, il s'est incarné donc en Napoléon. Il y a eu d'autres. Il y a eu Napoléon le neveu, Napoléon III, qui était le sauveur en 48, 52. Il y a eu ensuite, la République s'est instaurée, et cette République qui, dans les années 1870, un peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait un sentiment qu'elle était en décalage par rapport au peuple, que les élites étaient déconnectées. Et il y a eu vraiment le surgissement d'un premier populisme, on va dire d'une forme moderne, qui est ce qu'on appelle le boulangisme, autour d'un général boulanger qui, avec déjà les mêmes termes qu'aujourd'hui, qui voulait nettoyer les écuries, parlant au nom du peuple, et éliminer les politiciens professionnels pour restaurer une fierté française, en incarnant un pouvoir plus incarné, la volonté du peuple, contre le Parlement, etc. Donc vraiment, c'est les thèmes de l'extrême droite populiste qui, pour la première fois, avec des campagnes modernes, il avait pris un peu le modèle américain, une campagne d'affichage. Donc on est là dans les années 1889, 90, 91, à des succès électoraux qui ont vraiment ébranlé à un moment donné la République. C'est vraiment ce premier populiste, on va dire, nationaliste. Le mot nationalisme né à l'époque dans la bouche d'un disciple de Boulanger, député boulangiste, Maurice Barrès. Maurice Barrès, élu député boulangiste en Meurthe-et-Moselle en 1889. Il est le premier à utiliser le vocable de nationalisme dans la vie politique française. Nous sommes des nationalismes. Et le nationalisme, tel que le définit Maurice Barrès, à la fin du XIXe siècle, au tournant du XXe siècle, donc avec le boulangisme et puis l'épisode de l'affaire Dreyfus, c'est un nationalisme qui, en fait, avant tout, et c'est ça vraiment la nouveauté, c'est qu'il n'est pas dirigé contre l'ennemi de l'extérieur, contre l'allemand. Il est dirigé contre l'ennemi de l'intérieur. Il y a à l'intérieur du pays des ennemis qui se sont, qui ont
qui ont, notamment grâce à la loi, il y a une loi sur la nationalité en 1889 qui est assez généreuse, c'est le droit du sol. Donc on a comme ça des gens qui deviennent français mais qui ne sont pas vraiment français et qui veulent changer notre civilisation. Je vous cite Maurice Barrès en 1900. Il dénonce un envahissement de notre territoire et de notre sang par des éléments étrangers qui veulent la ruine de la patrie. Le nom de France pourrait bien survivre, le caractère spécial de notre pays serait cependant détruit. Pour ceux d'entre vous qui par hasard auraient lu l'interview d'Éric Zemmour dans le Figaro hier, il a fait une dernière tentative pour essayer de... C'est les mêmes mots. Il dit, il y a une invasion migratoire. Si je ne gagne pas, la France ne sera plus la France. Elle s'appellera encore France, mais sera devenue un autre pays. On est vraiment là dans ce que j'appelle la tradition du nationalisme ethnique, c'est-à-dire un nationalisme qui se définit par un nationalisme ethnique, c'est-à-dire qu'on est français, pas simplement sur le papier, mais on l'est par le sang, par une culture, et on est envahi par des étrangers qui on pense qu'ils sont français, mais ils ne sont pas français. À l'époque de Barrès, on pensait aux protestants. Le protestant est vraiment l'ennemi, l'un des ennemis principaux du nationalisme français, et aux juifs. Aujourd'hui, bien évidemment, cet ennemi de l'intérieur, français sur le papier, mais qui n'est pas vraiment français, c'est le compatriote musulman. Donc on voit que Zemmour s'inscrit très clairement dans cette tradition-là, à la fois césarienne, de l'homme de la nation, du sauveur, et de ce nationalisme ethnique, qui est vraiment un courant intellectuel qui en France a eu une influence importante. Il a conduit à Vichy, sans faire de théologie, mais le régime de Vichy va vraiment reprendre, et c'est d'ailleurs la première fois que Zemmour parle toujours de l'union des droites. Donc l'union des droites, sous la République, c'était les royalistes et c'était les nationalistes conservateurs. Cette union des droites n'a été au pouvoir dans l'histoire que sous Vichy. Et alors, après la guerre, il y a toute une partie de la droite qui est totalement discréditée, parce qu'elle a joué la carte de la collaboration, la carte du maréchal Pétain, ou parfois même la carte de la lutte avec l'Allemagne. Donc vous avez l'extrême droite qui se trouve complètement marginalisée, et cette importance de l'histoire-là est fondamentale parce que elle pèse encore dans la vie politique française. C'est-à-dire cette droite qui est héritière de ce qu'on appelle la démocratie chrétienne et du gaullisme, qui ont été deux des principales forces de la résistance, face à une droite compromise dans le régime de Vichy et la collaboration. Ça a été vraiment, et c'est encore, une frontière, un verrou qui a pratiquement pas été levé dans notre vie politique depuis 60 ans, 70 ans. Donc il y a vraiment deux droites qui sont irréconciliables, l'extrême droite qui se rattache à ce passé, et une droite gaulliste et démocrate chrétienne. Alors vous connaissez les partis, il y a eu le parti gaulliste, le RPR dans les années 70, l'UDF, les anciens indépendants, qui ont muté, tout ça a fusionné, c'est devenu l'UMP, c'est aujourd'hui les Républicains. Mais vous voyez que ce parti républicain s'inscrit dans cette tradition-là, et on voit qu'elle se réduit, et que la force de l'extrême droite française liée au populisme s'est multipliée. Alors Zemmour, il est le produit de ça, il est le produit de cette histoire-là, mais il est aussi le produit d'une autre tradition française, qui est celle de ce qu'on appelle le nationalisme intégral. C'est-à-dire des gens qui, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, sont vraiment des doctrinaires. C'est, pour faire simple, le mouvement royaliste incarné par l'Action française, et qui, eux, sont déjà... C'est pour ça que moi, je parle de stratégie maurassienne, de stratégie gramscienne, parce qu'en fait, Charles Maurras, avant même Gramsci, a eu la même idée, qui est de considérer que, finalement, la France a un régime qui est né de la Révolution française et qui la tue, qui est les idées des droits de l'homme, ces idées d'égalité, de fraternité, c'est elles qui permettent à l'étranger de nous envahir. Donc la seule solution,
c'est de revenir sur la Révolution française. Et c'est ça le nationalisme intégral de Maurras, c'est que si on est vraiment patriote, nationaliste, on doit être anti-républicain. Donc Charles Maurras, qui a créé, enfin il ne l'a pas créé, mais il en a été le principal dirigeant de l'Action française. L'Action française, ça a vraiment été une école de pensée très forte en France, qui a vraiment une influence. Le journal L'Action française était lu par vraiment les élites conservatrices, même celles qui n'allaient pas au bout, et qui, comme aujourd'hui on dit de Zemmour, il va loin quand même, il va un peu trop loin, mais quand même, c'est un aiguillon intellectuel, c'est quand même quelqu'un qui pense. On disait ça de Maurras dans les années 10, dans les années 20, dans les années 30. Certes, il est radical avec son idée de restauration monarchique, mais il nous aide à penser, il nous aide à comprendre que la France est en train de disparaître, et donc c'est quand même un guide intellectuel. Zemmour est vraiment aussi le produit de ça. C'est-à-dire qu'on a affaire à un doctrinaire. Et ça, c'est vraiment la première fois qu'on a cette fusion-là dans la vie politique. Parce que les Maurras, un personnage comme Maurras, sourd, qui écrit de manière extrêmement aride, qui délibérément visait les intellectuels. Avec cette idée, si on gagne le combat intellectuel, si on arrive à gagner le combat des idées, on gagnera le combat politique. C'est exactement là, voilà, le combat politique passe par une conquête intellectuelle. Et dans l'esprit de Maurras, c'était les élites qu'il fallait toucher. Et donc, c'est pas quelqu'un qui était susceptible de s'adresser au peuple. Il savait pas le faire. Zemmour, lui, essaye d'incarner une fusion entre la tradition césarienne, ce populisme français qui, après le général Boulanger, on a toujours eu dans la vie politique comme ça des gens qui surgissent. Alors on a eu le colonel Marchand à la fin du XXe siècle, c'est un nom qui est un peu tombé dans l'oubli. On a eu Jacques Doriot dans les années 30, qui s'est ensuite abîmé dans la collaboration, mais qui dans les années 30 a une grande popularité. On a eu Poujade, le mouvement Poujade dans les années 50. Là encore, quelqu'un qui parlait ce même langage populiste au nom du peuple, contre les élites trahissent le peuple, et moi je ne suis pas un politicien, je parle au nom du peuple. Et évidemment, Jean-Marie Le Pen, qui est un populiste vous connaissez tous Jean-Marie Le Pen, je n'ai pas besoin de vous présenter, mais qui n'était pas vraiment un intellectuel, même si, et ça c'est un peu propre à la tradition française de l'extrême droite, on se pique toujours d'être plutôt un intellectuel. Jean-Marie Le Pen parle très bien français, il y avait une sorte d'aura liée à son usage magnifique de la langue française. Mais Zemmour vraiment incarne le doctrinaire, le populiste et l'homme de la nation. Parce que quand vous écoutez Zemmour, il y a en gros Jeanne d'Arc, Napoléon, De Gaulle et lui. Et donc, il y a vraiment cette prétention à être il est l'homme total qui peut permettre le redressement de la France. Et j'en viens à mon deuxième temps, qui est sur la psychologie du personnage, et qui l'inscrit à la fois dans cette tradition française, mais aussi, c'est assez banal à le dire, mais dans notre époque. C'est-à-dire que Zemmour a effectivement ce côté typique que moi je retrouve, parce que je suis surtout avant tout un historien des années 30, des années 40, que je retrouve dans je ne vais pas vous dire que Zemmour est fasciste, ça n'aurait absolument pas de sens, mais qu'on retrouve dans les fascismes des années 20 et 30, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une dimension apocalyptique. Une dimension apocalyptique, c'est-à-dire que si on ne suit pas je donne le titre de la dernière interview de Zemmour, « Je suis le seul vote utile pour sauver la France et rebâtir la droite ». C'est-à-dire que la France est foutue. C'est-à-dire que la France, et d'ailleurs c'est le titre de son... c'est le titre d'un de ses slogans de campagne, la France joue sa dernière chance. C'est-à-dire que s'il n'est pas élu, la France va disparaître. Donc vous voyez comment il conçoit donc on est vraiment dans quelque chose qui ne fait absolument pas appel à la raison. On est dans l'irrationnel pur et dans une démarche nationaliste apocalyptique. C'est-à-dire que c'est la fin, sauf si vous me confiez l'avenir du pays. Et Zemmour incarne ça, et en même temps, tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait qu'il peut être ce qu'il est,
tient à ce qu'il a joué les codes médiatiques de notre époque. C'est vraiment exactement comme Trump aux États-Unis, et d'ailleurs il s'inspire beaucoup de Trump, c'est un pur produit médiatique. C'est quelqu'un qui doit sa notoriété à des émissions comme Trump, des émissions de talk show. Donc on est là face à un individu très particulier, et si ça ne vous dérange pas, je vais quelques minutes quand même vous le présenter, parce qu'il est vraiment le reflet de notre temps. Alors il y a des modèles nobles, hein, on voit Zelensky, on peut bien tourner en étant un produit médiatique, en étant quelqu'un qui a... Mais, alors Zemmour est né en 1958, et c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, mais ça je viendrai dans la troisième partie sur son rapport à l'histoire, c'est un rapport à l'histoire extrêmement bizarre, y compris à sa propre histoire, mais c'est quelqu'un qui joue toujours la carte de l'homme, en fait, qui s'est fait tout seul et qui mérite d'être français. Ses parents, sa famille est française depuis 1870, puisqu'il vient d'une famille juive d'Algérie, mais quand vous l'écoutez, vous avez l'impression que c'est un fils d'immigré. Donc il joue la carte du petit chose. Je suis un fils d'immigré, moi, mes parents, ils sont venus en France, ils ont aimé, et en fait, les immigrés de faire comme moi, parce que moi, je suis un modèle. Donc il y a un côté extrêmement narcissique, dans tout est ramené à lui. Et donc c'est quelqu'un qui... a raté l'ENA, ça a été un choc dans sa vie. Il a fait un peu de publicité au début des années 80, et il a réussi en étant d'abord porté par une ambition. Il voulait réussir dans le monde du journalisme. Donc il a été au Quotidien de Paris. C'est déjà un homme de droite, et sans doute d'extrême droite. C'est-à-dire qu'il est vraiment, ce que vous disiez Jean-François, un pur produit de ces années 80, où, à l'époque, il est très difficile de réussir à percer dans le monde intellectuel parisien si on s'affiche extrême droite. Ce n'est pas possible. Et vous avez des gens qui ont tenté de penser intellectuellement un rapprochement entre la droite et l'extrême droite, mais dans des cercles intellectuels, le Club de l'Horloge, le Grèce. Donc voilà. Et Zemmour est vraiment le produit de ça, même s'il ne s'affichait pas à l'extrême droite à l'époque. C'est quelqu'un qui est déjà été favorable à l'union entre l'extrême droite et la droite. Ce qu'il dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, la droite et l'extrême droite ont été divisées de manière artificielle. Mais c'est quelqu'un qui, pour réussir, évidemment, ne s'affiche pas d'extrême droite, mais on va dire gaulliste, de droite classique. Quand on lit certains de ses articles de près, on voit qu'il est déjà d'extrême droite, on voit qu'il est déjà obsédé par le grand remplacement. Le terme, il va être l'un des premiers à l'utiliser et à faire passer ces idées-là. Mais il avance. Alors, voilà, il devient, en 1994, éditorialiste d'un journal, Info Matin, qui était un journal pas très important, mais il en devient l'éditorialiste vedette. Et là, il commence à passer un petit peu à la télévision, il se fait un peu connaître, il fait des livres politiques. Alors, c'est vraiment quelqu'un, son biographe, Étienne Girard, le définit comme une sorte de personnage balzacien, c'est-à-dire quelqu'un qui veut réussir. Il s'imagine un grand destin de romancier, alors il fait des romans, ça marche pas. Et qu'est-ce qui va le faire connaître ? En 2006, il publie un pamphlet qui s'appelle Le Premier Sexe, qui est un livre, je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous l'ont lu, qui est un livre absolument délirant. C'est vraiment, pour comprendre Zemmour, il faut lire ce livre. Donc c'est un livre qui est un tout petit bouquin, qui est un manifeste, on peut le dire, un manifeste misogyne. Donc il y a toute une théorie, il considère que la société s'est féminisée, que les femmes ont gagné, que les hommes ont perdu, et que du fait de ce ramollissement de l'homme, occidental mais français, eh ben, ça nous prépare à nous faire envahir par les musulmans. Parce que finalement, les femmes, malgré tout, elles restent fascinées par la virilité des Arabes. Enfin, vous voyez, c'est un délire absolu. Zemmour fait des interventions médiatiques à l'époque, il va dans des émissions, il est tourné en ridicule. On se dit, ce type est un pitre, c'est un type ridicule. Mais il arrive avec son aplomb, il a un culot monstre, et il se fait remarquer par une productrice qui s'occupe d'une émission à très grand public. C'est une émission qui passe le samedi soir sur le service public, France 2, je crois, et il devient le chroniqueur vedette de cette émission. Donc le petit Zemmour qui naviguait dans
qui connaît tout Paris. Il faut savoir que c'est quelqu'un, et c'est là qu'on est vraiment dans une stratégie gramscienne et maurassienne, qui était il faut aller au cœur d'où est le pouvoir, où est l'autorité légitime, et de l'intérieur, on va le saboter. Et c'est ce que va faire Zemmour pendant 5 ans. Il utilise cette émission mainstream, qui est très très regardée, pour passer ses idées d'extrême droite. Il devient très populaire, très connu. Ses livres se vendent de plus en plus. Et en 2014, il sort un livre qui s'appelle Le suicide français, qui va surfer sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur cette tendance qu'il y a à droite en France à considérer que la France est en déclin depuis 1968. Ça, c'est un discours qui appartient plutôt à l'extrême droite, mais que le président Nicolas Sarkozy, élu en 2007, donc Sarkozy, c'est un pur produit de la droite républicaine, classique, gaulliste, mais c'est quelqu'un qui déjà annonce en quelque sorte, même si dans mon livre, je ne le mets pas dans la même catégorie qu'un Zemmour, mais il annonce déjà ce que peut être le zémourisme. C'est-à-dire qu'il va s'entourer d'intellectuels, qui d'ailleurs aujourd'hui sont autour de Zemmour, avec une idée de, voilà, maintenant la droite, elle doit être fière de ses valeurs, et il faut revenir sur 68. 68, depuis 68, c'est l'écroulement des valeurs, machin. Sarkozy tient ce discours, et voilà, il y a un filon là, un truc dans l'air du temps. Et Zemmour s'empare de ça en 2014 avec son livre Le suicide français. Le suicide français, c'est un livre qui vous raconte le déclin de la France depuis 1968. Alors, c'est fait à la Zemmour, c'est-à-dire que Zemmour a ce talent, il en a un, c'est un polémiste, voilà, c'est un grand polémiste, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de tenir un livre sur la durée, ses livres sont assez mauvais, mais celui-là, on peut dire qu'il est bon, le suicide français, parce que c'est un livre qui est construit à chaque fois par date. Vous avez une date et vous avez un court texte. Ou idée qui, telle production culturelle, tel moment politique, telle loi, et il en fait un décortiquage. Alors ça va de la loi sur l'avortement, ça va... Voilà, il prend comme ça un certain nombre de trucs, et à chaque fois, de manière très, très courte, très efficace, très polémiste, il arrive à nous expliquer que, voilà, que la France, petit à petit, dégringole. Donc, à partir de là, vous avez des journaux qui se mettent en ordre de bataille et qui commencent à nous expliquer. Alors, j'ai fait tout un travail pour essayer de voir quand ça remonte. La première une, où on nous dit, voilà, on a là peut-être le sauveur de la droite, c'est Valeurs Actuelles en 2013. Valeurs Actuelles, c'est un hebdomadaire, on peut dire d'extrême droite, de droite conservatrice, mais qui a vraiment basculé à l'extrême droite, qui commence à nous dire, voilà, la torpille Zemmour. On est avant le suicide français. Et alors, après le suicide français, ça devient le Figaro Magazine aussi, qui s'y met. Et le personnage commence à se dire qu'il est l'homme de la nation. Et je reviens à mon troisième temps sur les polémiques. C'est que historique et l'usage de l'histoire. Dans ces livres, et notamment le suicide français, lorsqu'il sort en 2014, il va faire scandale sur un point précis. Ce point précis, c'est un livre qui est truffé de propos racistes, misogynes, délirants, mais ce qui va faire polémique, c'est ce que Zemmour dit sur Vichy. Il a tout un passage, donc la date, c'est 1er janvier 1973, Paxton, notre bon maître. Alors Paxton, notre bon maître, c'est qui ? Robert Paxton, l'historien américain, sort en France l'édition française de son livre Vichy France, la France de Vichy. Et ce livre va avoir un écho considérable, voilà, puisque c'est un livre qui va imposé dans l'historiographie française, mais c'était en fait déjà le cas par d'autres travaux avant. Hein. Zemmour, vous comprenez bien, fantasme. Donc cette idée que Vichy était moteur de la collaboration et que parce que Vichy était demandeur de collaboration, c'est ce qui a amené Vichy à si facilement livrer des juifs et commettre des capacités de crimes contre l'humanité. Et d'ailleurs, dans la conclusion de la France de Vichy, Paxton est le premier historien à dire maintenant qu'on a évalué Vichy, qu'on a analysé Vichy, est-ce qu'on peut en faire le bilan ? Est-ce que ce bilan était bon ou mauvais ? Et Paxton conclut en disant ce bilan a été négatif, et il prend l'exemple des Juifs.
Donc vous voyez que la question de la participation de Vichy dans la solution finale devient un élément central pour juger Vichy. Alors, Paxton, Zemmour, comment lui il voit ça? Lui, il ne voit pas ça comme ce que j'analyse dans mon livre, comme le couronnement d'une évolution historiographique qui a entamé dès les années 50, avec des travaux fondés sur les archives. Tout ça, je l'explique dans mon livre. Donc Paxton, en fait, parachève une évolution historiographique. Il la poursuit même, et elle va être continuée. Non, Zemmour lui voit ça comme l'un des éléments de ce tableau terrible que la France est en train de s'écrouler. Et il dit, voilà, c'est un Américain dont l'objectif est de culpabiliser les Français pour qu'ils renoncent à leur modèle républicain assimilationniste et qu'ils aient honte d'eux-mêmes. Et il reprend cette idée-là lorsqu'il arrive en 1995 à une autre borne de l'écroulement de la France. 16 juillet 1995, le président Jacques Chirac reconnaît la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs. Zemmour interprète cette date-là comme une trahison de Chirac du gaullisme, puisque pour le général de Gaulle, la France était à Londres, elle n'était pas en France, et il considère que c'est délibérément une volonté de nous culpabiliser pour que l'on se soumette à l'invasion migratoire et islamique. C'est-à-dire que si on considère que la France a commis des crimes contre l'humanité, on n'ose plus du coup prendre des mesures drastiques contre les étrangers parce qu'on a tellement peur qu'on nous renvoie les heures sombres de l'histoire à la figure. Alors cette interprétation-là, complètement délirante, fait scandale. Alors elle ne fait pas scandale pour ce que je suis en train de vous dire, elle fait scandale parce que Zemmour prétend, pour contrer Paxton, pour contrer Chirac, il prétend qu'en fait, le gouvernement de Vichy n'a pas mené une politique de collaboration nocive contre les Juifs. Non, Pétain, Vichy, a cherché à faire un moindre mal. Il reprend la thèse d'un journaliste des années 50, Robert Aron, qui avait expliqué que Pétain avait été le bouclier et que De Gaulle avait été l'épée. Voilà, et qu'en matière antisémite, en fait, ce qu'a fait Vichy, c'est sacrifier les Juifs étrangers. On a livré des Juifs étrangers aux Allemands, mais c'était pour protéger les Juifs français. Donc là, à partir de là, il y a scandale. Le suicide français fait scandale. Ça a d'ailleurs, du coup, grandement contribué à ce que ce livre se vende. Il y a des polémiques. Et en 2018, Zemmour reprend dans le Destin français et va même développer tout ça. Donc ça fait à nouveau polémique quand il sort Destin français 2018. Voilà. Et autour de Zemmour, des gens se disent mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il parle de Vichy? Pourquoi il est dans cette logique de réhabilitation de Pétain? C'est contre-productif, c'est de la vieille histoire. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça, y compris chez les propres partisans de Zemmour. Donc pourquoi il y a cette focalisation sur l'histoire chez Zemmour? Et puisqu'il me reste 2 minutes, je vais vous l'expliquer. Zemmour considère qu'il y a tout un travail à faire pour vaincre politiquement, mais aussi pour que la droite française aille de l'avant. Zemmour, quelqu'un qui considère, et à la fin de son dernier livre, La France n'a pas dit son dernier mot, il prend en exemple Poutine. Et il dit, voilà, des gens comme Poutine sont des gens qui, les crimes du passé, ils les assument. Enfin, quand Zemmour écrit « il les assume », ça veut dire qu'il les nie, évidemment. Erdogan, pareil en Turquie, il a raison, Erdogan, sur les Arméniens. Il a raison. Poutine, il a raison. Parce que un pays doit être fier de son histoire, même toutes les pages, doit être fier de son histoire pour aller de l'avant. Parce que si on commence à se dire « on a fait des choses pas bien dans le passé », on s'affaiblit, on n'est plus fort. Donc ça, c'est vraiment fondamental dans l'esprit de Zemmour. La France ne peut jamais avoir tort. Si on s'excuse pour un truc, c'est qu'on est faible. Donc les modèles de Zemmour, c'est-à-dire, entre parenthèses, pour ça que Zemmour a bien chuté dans les sondages, c'est-à-dire que les gens ont bien compris qu'avec ce qui se passe en Ukraine, on voit bien l'effet d'un révisionnisme historique, puisque Poutine a commencé par faire du révisionnisme historique avant d'envahir l'Ukraine, et que Zemmour
était vu en France comme un admirateur de Poutine. Donc là, j'ai commencé à se dire, il y a quand même peut-être un lien entre la réécriture de l'histoire et des actes politiques. Et donc, Zemmour, évidemment, qui parlait, qui clamait son envie d'être le Poutine français, il dit qu'il faut un Poutine français. Bon, ça lui fait perdre. Mais ça, c'est vraiment la première logique de Zemmour, c'est un nationalisme pur et dur qui est prêt à mentir sur le passé. La France a toujours raison. C'est le premier point. Le deuxième, c'est que Zemmour est vraiment un produit de notre histoire de France. Et il considère que le passé de la collaboration de Vichy est un handicap qui empêche l'union des droites. Que s'il n'y avait pas eu, par exemple, les provocations de Jean-Marie Le Pen dans les années 80, vous savez, Jean-Marie Le Pen avait dit sur l'extermination des Juifs que c'était un détail de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait aussi des amitiés encombrantes. Il y avait autour de Le Pen des gens qui avaient été proches de la collaboration, des anciens doriotistes, des gens qui avaient travaillé au commissariat général aux questions juives sous Vichy, donc des gens pas nets qui rappelaient Vichy. Donc ça a empêché vraiment une entente possible qui aurait pu avoir lieu en 88 quand Le Pen s'est présenté pour la première fois. Enfin, c'est pas la première fois, mais c'est la première fois qu'il a été haut dans les. Enfin, il a eu 14% au bout du compte. Il y a eu une tentative de faire entre Chirac et Le Pen. D'ailleurs, ils se sont rencontrés et ça n'a pas marché parce que Chirac avait compris que c'était d'abord une faute morale. Il n'était pas complètement... Mais enfin bon, Chirac, c'est pas un moraliste, c'est avant tout un politique. Il avait compris que c'était un suicide de s'allier avec l'extrême droite. Ce serait mauvais pour la droite. Il valait mieux ne pas le faire. Donc à partir de là, il y a vraiment un verrou qui a été posé. Et pour Zemmour, c'est artificiel. D'ailleurs, il a encore redit dans le Figaro hier. C'est artificiel. Donc réécrire l'histoire de la période de la guerre, c'est fondamental pour Zemmour. D'ailleurs, il le dit lui-même. Si on n'arrive pas à ça, on n'arrivera à rien. Parce que c'est ça qui permet de dire, voilà, en fait, si Vichy n'a pas commis de crime, si Pétain n'a pas commis de crime, ben la distinction, cette opposition très forte entre les gaullistes et l'extrême droite, elle n'a plus de raison d'être. Et puis, il y a une dernière raison, je m'arrêterai là. Zemmour propose des mesures extrêmement violentes, liberticides, et Zemmour propose de revenir sur un certain nombre d'acquis de l'état de droit. Par exemple, il propose d'expulser, alors au début il a dit 2 millions, mais maintenant il dit 1 million d'étrangers en 5 ans. Est-ce que vous imaginez l'ampleur du programme qui consiste à renvoyer 1 million de personnes en 5 ans? Ça ne peut pas fonctionner, et d'ailleurs lui-même le dit, pour faire ça, il faut en finir avec le pouvoir des juges. Donc il faut revenir à ce qu'on appelle l'internement administratif. Or, quand est-ce qu'il y a eu l'internement administratif dans notre époque récente de notre histoire? C'est la période de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des internements administratifs à la fin de la Troisième République, mais il y en a surtout eu sous Vichy, avec notamment une loi qui permettait d'interner les juifs étrangers. Voilà, vous étiez juif étranger, peu importe si vous avez commis des crimes ou pas, vous pouviez être interné. Donc, en fait, dans l'esprit de Zemmour, il s'agit très clairement de banaliser ce qui s'est passé sous Vichy pour rendre possible, pour qu'on ne se dise pas « Ah, c'est horrible d'interner des étrangers ». Et voilà, Vichy l'a fait, mais si Vichy l'a fait, c'était parce que c'était la raison d'État, c'est parce que voilà, il fallait protéger les juifs français. Et c'est donc digne d'un État, c'est ce que Zemmour dit, c'est la première vocation d'un État, c'est la raison d'État. C'est, voilà, il y a des choix à faire et il faut les faire sans état d'âme. Voilà, je m'arrête là. Du coup, Laurent s'est exposé magistral, très nourri. Je passe tout de suite la parole à Thomas Gmür qui introduit la discussion et ensuite nous ouvrirons bien entendu le cercle. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation très, très éclairante et très actuelle. Vraiment, on sent qu'il y a beaucoup d'enjeux cette semaine. Donc oui, je vais vous soumettre peut-être deux questions. Peut-être que vous n'aurez pas forcément le temps de répondre à tout, mais on verra ensuite. Ma première question concerne votre
la contextualisation de Zemmour. Donc vous êtes attelé à démontrer en quoi il est le produit d'une histoire longue. Et je me demandais en fait, en relisant Paul Venn, qui disait qu'un faussaire est un poisson qui, pour des raisons caractérielles, ne s'est pas mis dans le bon bocal. Alors vous vous attelez beaucoup aux poissons en montrant de quelle histoire il émerge, quelles sont ses références, etc. Mais dans votre livre et à la fois dans cette présentation, il y a peu de choses sur le bocal lui-même, sur les conditions qui rendent possible finalement le fait que le discours de Zemmour soit recevable, qu'il influence même, sinon qu'il le pousse à l'élection, du moins qu'il influence beaucoup une bonne partie du paysage politique français. Donc j'aurais aimé vous entendre un peu plus sur la dimension sociale de cette crédulité qui rend possible le discours de Zemmour. Et vous avez parlé un peu des journaux tout à l'heure. Quelles autres conditions de la société française actuelle permettent ce genre de discours? C'est une excellente question qui fait effectivement venir à l'essentiel, qui est tellement évident que je ne l'ai même pas rappelé. C'est que bien évidemment, ce type d'acteur-là surgit dans des moments de crise d'identité majeure. Et c'est vrai que la France est dans une situation de crise économique, mais surtout morale et culturelle, parce que on a eu des attentats terribles, l'attentat de 2012, les attentats de 2015, et il y a donc une peur qui s'est instituée dans une grande partie de l'opinion, et Zemmour joue de cette peur. Et d'ailleurs, quand on regarde certains sondages, Zemmour joue de cette peur qui est et le terme s'est imposé, et Zemmour là joue un rôle incroyable de vulgarisateur des thèmes de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le thème du grand remplacement, qui est vraiment une notion normalement très restrictive, qui vient de milieux très particuliers d'une certaine extrême droite, très marginale, est devenu, grâce à Zemmour, grâce à toutes ces émissions qu'il a fait, parce que j'ai oublié de vous parler de son émission sur CNews depuis 2018, il a une émission quotidienne qu'il a dû interrompre en septembre 2021, en se victimisant d'ailleurs, donc il était une victime. Voilà. Et donc il a joué un rôle de catalysateur de cette angoisse-là. Et finalement, pour une grande partie de l'opinion, le grand remplacement n'est même pas discuté. Vous avez des démographes qui vont vous expliquer que c'est complètement absurde, ça ne repose sur rien, que les projections démographiques ne vont pas dans ce sens-là. Zemmour vous dit la France, dans 30 ou 40 ans, sera islamisée. Mais ça, je veux dire, quand en 85, un écrivain qui annonce à certains égards Zemmour publie un livre et surtout une enquête dans le Figaro Magazine, qui est, alors, je ne sais pas si vous connaissez, en 1985, le Figaro Magazine avait envoyé une Marianne voilée, et qui expliquait qu'en 2015, la France serait islamisée. Dans 30 ans, la France sera plus française. C'est complètement démenti par les chiffres, mais à l'époque, ça avait suscité un scandale énorme, et ça c'était boum, le truc était parti tout de suite. Parce que ça paraissait... Mais là, aujourd'hui, on est dans une situation de crise, avec effectivement une immigration qui a changé de nature, qui a augmenté, c'est vrai, depuis 20 ans. Donc sans verser dans ces projections folles de Zemmour, il y a quand même une évolution qu'il ne faut pas nier. Et donc Zemmour joue de ça, de ces peurs qui sont liées à ça, bien sûr. Et on prend aussi la mesure de ce qu'a été le choc des attentats de 2015 qui ont traumatisé la population française, et même au-delà. Donc Zemmour joue de ça. Mais ça, si vous voulez, c'est le propre du nationalisme. Le nationalisme surgit toujours et arrive à parce que moi, je ne parle jamais de fascisme, c'est du nationalisme. Et ce nationalisme-là, il a différentes formes, et Zemmour en est un produit aujourd'hui. Et merci beaucoup. Et ma deuxième question vient peut-être problématiser justement cette hypothèse-là. Vous avez parlé en conclusion du rapport qu'entretient Zemmour à Poutine. Et en fait, quand vous vous attelez à décortiquer les justifications historiques qu'utilise Zemmour pour légitimer son programme politique,
J'ai pensé un peu à un commentaire qu'a fait un de nos collègues ici à l'Institut récent, le professeur Fouad Zarbieff, qui décrivait il y a 2 semaines l'apparente tentative par Poutine d'offrir des justifications juridiques à l'invasion de l'Ukraine. Et d'après professeur Zarbieff, ces justifications, entre guillemets, sont manifestement en désaccord avec la compréhension commune du droit international, et donc il est difficile de croire qu'elles soient véritablement et sérieusement destinées à persuader qui que ce soit de la solidité sous-jacente des positions qui sont avancées. Il décrit cette tentative de Poutine comme un exemple parlant de ce qui a été appelé le knowing disbelief, dans laquelle l'agent feint simplement de croire une proposition qu'il sait fausse, pour exprimer plutôt une attitude qui peut être, dans ce cas-là, du mépris ou de l'hostilité envers les membres d'une communauté ou d'un groupe culturel, en l'occurrence la communauté internationale. Et donc si on suit cette hypothèse, je me demande si imputer à Zemmour l'ambition de nous faire croire à ces fabulations serait donc un peu faire fausse route. Tout comme Poutine aurait essayé de transmettre son mépris au public international, il semble, comme vous l'écrivez d'ailleurs dans le livre, que Zemmour ne cesse de se moquer de la discipline historique, qu'il croit, comme vous l'avez dit, faible, soumise, affaiblissante et même complexée. Et donc, si tel est le cas, Zemmour ne serait-elle pas plutôt qu'un faussaire qui falsifie l'histoire, quelqu'un qui tente de se faire passer pour un historien, plutôt celui qui se travestit en historien, vraiment au sens burlesque, pour faire une parodie de l'histoire. Et là, on aurait plus affaire, plutôt qu'à un faussaire, à un cynique. Et ça expliquerait peut-être ce sourire qui est souvent figé sur son visage, qui le mettrait dans la droite ligne de cette tyrannie des rieurs qu'avait décrite Patrick Boucheron, avec Berlusconi, Trump, Poutine et peut-être aussi Zemmour. Oui, c'est compliqué parce qu'on est à la fois dans la tête de Zemmour moi, j'ai du mal à faire la part entre cynisme et sincérité, si vous voulez. C'est des notions qui ne me parlent pas tellement parce que, en fait, quand on lit Zemmour, et je continue à le faire, à le lire très régulièrement sur les réseaux sociaux, je suis abonné à sa page Facebook, je suis vraiment tout ce qu'il fait pour essayer de comprendre l'évolution du phénomène. Et en fait, c'est global. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans tout est tordu avec lui. Alors, à quoi c'est dû? Je ne sais pas, mais tout est tordu avec lui. Son rapport au réel est tordu, son rapport aux faits est tordu. Il a encore ce matin fait une déclaration scandaleuse en disant que les photos des carnages qu'on a découvertes et des massacres qu'on a découvertes, il fallait les mettre en doute. Donc ce qui est pour nous le bon sens, ce qui coule de source pour lui, tout est tordu tout le temps. Et donc c'est quelqu'un qui, là, vous annonce dans le Figaro qu'il est convaincu qu'il va être au second tour. Il est convaincu qu'il est le seul qui peut sauver la France, qu'il est le seul qui... Donc, et en même temps, et ça, Michel Onfray, qui est un philosophe qui s'est un peu compromis, voilà, mais qui maintenant revient en arrière et dit, mais en fait, Zemmour est un menteur, c'est quelqu'un qui a un rapport pas vrai à la vérité, et donc il a pris la main dans le sac. Donc oui, c'est un mensonge, c'est un menteur. Mais est-ce que c'est pathologique? Est-ce que c'est calculé? Voilà. Mais le fait est que c'est un menteur et que ce qu'il dit sur Vichy est tellement contraire à la vérité, et tellement... voilà, moi c'est quelqu'un qui, par exemple, on m'a plusieurs fois proposé de débattre avec moi. Et moi j'ai toujours refusé de débattre. Et c'est quelqu'un, alors là je peux le constater, c'est-à-dire qu'il dit, bah oui, mais en fait, Joly dit que... c'est-à-dire que j'écris un truc et il va dire que j'ai écrit le contraire. Donc c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de... Donc on est là face à quelque chose un fonctionnement pervers et un rapport complètement perverti au réel. Mais ce qui est certain, c'est que c'est quelqu'un qui est absolument convaincu, comme Poutine, qu'il est investi d'une mission historique. Voilà. Alors la part du cynisme, de la sincérité, là, il est convaincu qu'il est investi d'une mission historique. Voilà. Ça ne fait aucun doute. Et tout est par rapport à ça. Et donc, il est prêt à tous les mensonges, tous les dénis possibles par rapport à l'image qu'il a de lui et de la France sauvée par lui. Voilà, donc c'est un cas. Où l'on voit que le métier de chercheur n'est pas de tout repos, ni de tout agrément. J'ouvre la discussion. Si vous voulez bien lever la main. Je pense qu'il y a des micro-baladeurs.
pour vous éviter de courir dans tous les sens, je vous propose ensuite de faire passer le micro. Merci, monsieur, pour votre présentation. Comme l'a dit Thomas, très actuelle. Et j'aimerais justement poser une question sur le fait que ce livre que vous écrivez tombe à point nommé. Et comme on voit les librairies d'ailleurs qui se font envahir par des livres non seulement de Zemmour comme depuis bien longtemps, mais contre Zemmour. Je vois le tract là, Gallimard. Et j'aimerais vous demander pourquoi maintenant. La réponse est assez évidente, mais on verra avec la suite. Pourquoi maintenant et quelle est votre vision du rôle et de la responsabilité du scientifique là-dedans? J'explique juste une minute. On parlait avec Jean-François il y a 2 ans. Je lui posais la question, mais Jean-François, on voit pérorer sur les plateaux des Michel Onfray et d'Éric Zemmour. Pourquoi on ne leur met pas des intellectuels sérieux devant eux qui peuvent désamorcer ces discours, que ce soit des historiens, des psychologues, des philosophes et je me rappelle plus ce qu'on avait discuté après. Mais comme vous l'avez montré dans votre exposé, Éric Zemmour, ça fait bien longtemps qu'on connaît l'impact qu'il a sur la vie française, au moins depuis On n'est pas couché, je ne sais plus en quelle année ça a commencé. Et donc, est-ce que c'est le bon moment pour écrire des livres contre Zemmour, ou est-ce qu'il aurait fallu le faire plus tôt, ou est-ce que ça a été fait plus tôt, je ne sais pas. Et quelle est votre vision? Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de cette trajectoire de Zemmour pour le rôle du scientifique dans le débat public français, en l'occurrence? Merci. C'est une très très bonne question. Je lisais avant-hier dans Le Monde une interview de Souleymane Diagne, qui est un philosophe que je trouve que j'aime beaucoup. Et alors on lui pose à un moment donné une question par rapport à cette époque terrible dans laquelle on vit. On lui dit alors, quelle est la responsabilité des intellectuels? Alors il a cette réponse, j'ai trouvé absolument géniale. Il dit en fait la responsabilité des intellectuels, c'est s'ils ne font rien. Voilà. Et chacun dans sa sphère doit essayer de faire quelque chose. Moi, c'est ma position. Dans sa sphère, il faut essayer de faire quelque chose. Moi, ça fait des années que je marque Zemmour à la culotte. Alors au début, on me disait, mais t'es obsédé. Ma femme me dit, j'en ai marre de ton Zemmour, machin. Mais moi, j'ai la chance de venir d'un milieu de droite. Mes parents sont abonnés au Figaro magazine, à Valeurs Actuelles. Et j'assistais parce que les gens dans les milieux parisiens intellectuels, ils lisent pas le Valeurs Actuelles, le Figaro magazine. C'est les notables de province, vous voyez, j'ai dit, mais c'était évident que ce bonhomme est dangereux, qu'il avait un programme politique. Dès l'été 2020, il suffisait de lire. Il donne une interview à Valeurs Actuelles, on savait qu'il serait candidat. Et donc moi, donc j'avais fait un numéro spécial d'une revue Revisseur de la Shoah pour contrer les idées de Zemmour. On me disait, mais pourquoi tu te focalises sur Zemmour? J'ai même une collègue qui me dit, Zemmour, personne ne sait qui c'est aux États-Unis, c'est pas intéressant de parler de Zemmour. Donc voilà, moi je pense qu'effectivement, il faut tout faire pour essayer quand sur un sujet qu'on connaît, on voit que quelqu'un ment, trahit les faits, on doit tout faire pour essayer de lui porter la contradiction, mais ça implique beaucoup de travail. Et moi je pense qu'il faut le faire. Voilà. Alors c'est vrai que maintenant, c'est devenu à la mode, tout le monde le fait. Bon, je suis content, j'entends même des collègues qui disaient qu'il ne faut pas répondre à Zemmour, qui maintenant disent « Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas répondu à Zemmour avant ». Je dis « Bah oui, c'est gentil. » Voilà. Mais en même temps, ce livre, je ne l'aurais pas fait non plus s'il n'y avait pas eu Zemmour qui allait candidater. Il y a 3 ans que mon éditeur m'avait demandé de faire ce livre-là, et je ne voulais pas le faire en sentant sur Zemmour. Moi, je voulais faire une histoire de l'histoire, parce que je trouvais que c'était la meilleure réponse. Mais évidemment, cet été, c'était évident qu'il allait se présenter. Et donc là, avec mon éditeur, on s'est dit, il faut y aller, il faut faire un livre de combat, un livre qui soit accessible au plus grand public. Et d'ailleurs, le livre s'est bien vendu, donc ça veut dire qu'il y a quand même, et le tract Gallimard qu'on a fait avec des collègues, est l'un des best-sellers en France. Donc les gens ont soif, certaines personnes, en tout cas un grand nombre, parce que c'est révélateur de ce qu'est Zemmour. Voilà. C'est pas, contrairement à ce que disaient beaucoup de gens, en fait, Zemmour, c'est un historien, il a ses lubies, il s'intéresse à l'histoire, il a le droit de s'intéresser à l'histoire. Non, c'est directement connecté avec son programme politique. Donc c'est encore plus important de répondre pied à pied à ces falsifications, parce que derrière, il y a un projet politique, et sans faire de politique,
on en fait quand même, parce que comme il y a un lien entre sa réécriture de l'histoire et son projet politique qui vise à banaliser les crimes de Vichy pour rendre acceptables des mesures liberticides contre les étrangers et les musulmans, on est obligé d'en faire. Merci beaucoup, monsieur Joly, d'être venu à Genève aujourd'hui. Moi, je me demandais si les sondages font bien leur travail. Et ils ne se trompent pas, et on a en effet un second tour, Le Pen, Macron. Comment pensez-vous que Zemmour va réagir face à sa défaite qui sera à ce moment-là réelle? Et surtout, comment est-ce qu'il va réussir à renforcer sa stratégie politique qui est basée sur sa propre interprétation de l'histoire et de ce qu'il va définir comme étant le destin français? Vous avez parlé de la dernière chance qu'il présente aujourd'hui comme étant lui le sauveur de la France. Et surtout, ça paraît dans tout ça inévitable, très peu probable qu'il invite ses supporters à soutenir Madame Le Pen. Bien sûr que si, qu'il va le faire. Vous pensez qu'il va le faire? Oui. Et vous pensez que... Mais moi, ce qui m'étonnerait justement qu'il le fasse, c'est cette obsession qu'il a de lui-même, il voit en lui, vraiment, vous parliez de l'homme de la nation, l'incarnation de l'homme de la nation. Puis dès qu'il s'est présenté, d'ailleurs, il a lancé ce combat face à Madame Le Pen, qu'il a d'ailleurs beaucoup critiqué, insulté sur tous les fronts. Pourquoi alors est-ce qu'il serait prêt à quand même la supporter, à savoir que toute sa stratégie politique est vraiment inscrite sur lui et sa propre interprétation de l'histoire? On est d'accord, il est complètement narcissique, il est ivre de lui-même, et il ne peut pas s'empêcher de mépriser la terre entière, et donc il est détestable, et il n'aime pas Marine Le Pen. Ça, c'est un fait. Mais de toute façon, il a déjà dit qu'il n'appellerait pas à voter Macron. Donc le message est déjà clair. Donc il y a deux choses. Il y a qu'est-ce qu'il va faire après. Donc, ce qu'il va faire après, il y a une reconfiguration actuelle de l'extrême droite française. Ça fait pas mal d'années qu'on voit que Marine Le Pen a choisi une stratégie qui est plus la stratégie de l'extrême droite d'avant, c'est-à-dire de faire l'union des droites, de dire mais non, on est la vraie droite, c'est nous la vraie droite. C'était ce que disait Le Pen, on est la droite nationale, on est la vraie droite, et les autres c'est des centristes, c'est des mous, et venez, si vous êtes des électeurs de droite, venez vers nous. Zemmour reprend ça. Zemmour est donc le nouveau Le Pen. Il est le Pen des années 80. Il est d'ailleurs dans la même position que Le Pen vers 88, quand Le Pen a surgi. Il est autour de 10, 12, voilà. C'est ce qui pèse. Je pense qu'il va avoir un peu moins à la présidentielle. Je pense qu'il sera en dessous de 10, mais voilà, s'il est au-dessus, j'aurais été mauvais prophète. Mais voilà, il est dans ces eaux-là. Donc il représente quelque chose qui ne peut pas disparaître. Avec, en plus, il a, ce qui était prévisible, il a attiré à lui toute l'aile droite. Il a, tous les affreux qui étaient autour de Marine Le Pen sont venus vers lui. C'était prévisible. La nièce, Marion. Et Marion, Maréchal, elle incarnait cette extrême droite traditionnaliste, contre-révolutionnaire, dont Zemmour va être le héros. Et elle va prendre elle a là un joli pactole là, de 10%. Que Zemmour va... Alors, comment ça va se passer entre gens, j'en sais rien, mais... Voilà. Donc, il y a une reconfiguration de l'extrême droite. Ça, c'est un acquis probable de cette élection présidentielle. Mais reste le problème Marine Le Pen. C'est-à-dire que la chose fondamentale de cette élection, c'est que Zemmour a rendu Marine Le Pen sympathique. C'est-à-dire qu'on se retrouve un petit peu comme en 95, avec Chirac, lâché par Balladur, et tout le monde prenait un peu en pitié Chirac, qui n'était pas si populaire que ça, Chirac. Hein. Il est devenu sympathique en 95, Chirac. Il avait été trahi par Balladur. Je sais pas, vous êtes trop jeune pour vous souvenir de ça. Mais moi, je m'en souviens bien. J'étais militant politique à l'époque. Et c'était vraiment un truc. On avait vu ce moment Chirac et Marine Le Pen, ça a été ça. Elle a été trahie. Elle a été excellente dans ses interventions pour se mettre en scène. Franchement, on la prend en sympathie. Dire, la pauvre, quand même, cette femme courageuse, lâchée par tous ces salauds de mecs. Et alors, en plus, il a pris vraiment les pires. Donc, elle a tout à gagner. Et donc là, on est face à une conséquence de cette division d'extrême droite à laquelle Zemmour n'avait pas... c'est pas à ça qu'il pensait. Lui pensait, effectivement, il parle d'elle dans son dernier livre avec tellement de mépris. Il était persuadé que c'était fini, Marine Le Pen. Or, c'est pas fini. Donc, effectivement, il est embêté. Mais il l'a aidé. Si elle peut gagner, c'est grâce à lui.
Parce que ce qui se passe, c'est que du coup, elle paraît sympathique, plus consensuelle, et que de toute façon, les électeurs de Zemmour vont voter Marine Le Pen, et que Zemmour, d'une manière ou d'une autre, va appeler à voter Marine Le Pen. Et vous avez des gens qui votent Zemmour qui n'auraient jamais voté Marine Le Pen. Moi, je vais à Versailles, je vois des gens qui auraient trouvé ça vulgaire de voter pour Le Pen. Elle est quand même un peu populacière. Zemmour, lui, quand même, il est... Donc, bon, on a voté Zemmour au premier tour, on va voter Marine Le Pen au second, parce que quand même, c'est logique. Mais je ne l'aurais pas fait dans d'autres configurations. Donc, le fait est que Zemmour est un allié objectif de Marine Le Pen, et que si Marine Le Pen peut gagner, c'est grâce à Zemmour. Le temps commence à nous être sérieusement compté. Bonjour, merci pour votre exposé. Je me demandais en fait si la fantasmagorie que Zemmour entretient par rapport à Vichy ne se nourrit pas en fait de ce que les historiens ont appelé un paradoxe français, à savoir que vous avez en France un régime de Vichy collaborateur, xénophobe et antisémite, mais vous avez 75% des juifs qui étaient présents sur le territoire français qui ont survécu. Je pense notamment au dernier livre de Jacques Semelin par rapport à ce sujet. Et est-ce qu'il n'y a pas justement cette tendance à instrumentaliser en fait ces statistiques pour montrer que Vichy a en quelque sorte sauvé des juifs? Vous avez tout à fait raison. C'est ce que disait Serge Klarsfeld il y a quelques jours. On faisait une conférence ensemble et en fait, il disait c'est un débat, ce sera sans fin. Il y aura toujours des gens pour défendre Vichy, dans la mesure où il y a cette réalité statistique dont se sont emparés dès le procès du maréchal Pétain, les avocats du maréchal Pétain. Ah ben tiens, et la plupart des Juifs ont survécu en France. Ah ben c'est grâce à Pétain. Sans se poser la question inverse, qu'il y aurait peut-être pu en avoir beaucoup moins si Vichy n'avait pas collaboré, ce qui est la réalité des chiffres quand on les regarde dans la chronologie. On voit que jusqu'en novembre 1942, quand Vichy est souverain encore en zone libre, on va avoir 36 000 Juifs déportés en moins de 4 mois, et que quand la France est entièrement occupée, il y en aura beaucoup moins, il y en aura 32 000 en 2 ans. Donc vous voyez que les chiffres, on peut... Mais effectivement, cette réalité-là, que la majorité des Juifs ont survécu, va toujours être utilisée par des gens de mauvaise foi. C'est une fatalité. Je me tourne vers Thomas pour savoir si nous avons des questions sur l'iPad. Non. Et vers Sophie pour savoir si on peut prendre encore 3 minutes ou 3 minutes pour une dernière question. Je vous remercie. Ma première question est, est-ce qu'on peut voir cette tendance à révisionner et falsifier l'histoire dans d'autres mouvements que l'extrême droite? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, comme les thématiques et la terminologie de l'extrême droite est visible dans tous les partis, est-ce qu'on peut utiliser cette tendance pour reconnaître ce qu'est l'extrême droite aujourd'hui? Pour reconnaître ce qu'est le zémourisme, oui, parce qu'il va plus loin que tous les autres. C'est-à-dire que, bien sûr que tout acteur politique instrumentalise l'histoire. Enfin, Mélenchon va se situer, Jaurès, Blum, c'est normal. Chez Zemmour, c'est véritablement systématique. Et surtout, le mensonge sur le passé est systématique. Et la référence à l'histoire est constante. C'est-à-dire que il est constamment dans une forme de mise en scène grotesque, inspirée de Gaulle à Londres. Je ne sais pas si vous avez vu sa déclaration. C'est un moment qu'on analysera comme un grand comique involontaire. Donc, il est tout le temps en train de singer des personnages historiques. Voilà. Et ça, il est quand même atypique sur ce plan-là. Et une deuxième question, à quel point cette conséquence de normalisation de Marine Le Pen par rapport à ce qu'a fait Zemmour dans cette campagne peut être basée sur un choix lucide et informé? Pas de Zemmour, mais des mouvements qu'il supporte. Je ne comprends pas, c'est-à-dire des gens qui vont aller voter Marine Le Pen. Les gens qui ont supporté Zemmour pour qu'il devienne candidat, à quel point ils ont fait un choix informé pour normaliser Le Pen en contrastant... Ah non, ça, ils n'ont pas fait ce choix-là. Les gens qui sont derrière Zemmour sont convaincus qu'il est le sauveur de la nation. Il y a vraiment une approche vraiment irrationnelle. Discuter avec des Zemmouriens, c'est parfois... c'est des pauvres, quoi. Ils sont dans leurs croyances. Il y a trop d'Arabes en France, et Zemmour, c'est le seul qui peut nous en débarrasser. Ils se limitent à ça. Et ils sont encore convaincus qu'il va passer au second tour. Il y a plein de gens qui pensent que... Mais sinon, après, ils seront dans une logique, il faut se débarrasser de Macron. Et puis Marine Le Pen, enfin, je ne sais pas un scoop que je vais vous annoncer, mais elle est vraiment d'extrême droite. Donc ils vont voir qu'ils ne seront pas perdants au change, quoi, parce que voilà, quoi, il y aura forcément des rapprochements, des rabibochages après. Et ils trouveront des arguments pour... Parce que c'est vrai que ça a été violent entre les deux, hein, mais ils trouveront de quoi se rabibocher.
C'est un vieux classique de l'extrême droite française que de centre déchiré. Thomas, veux-tu dire un dernier mot ou... Très bien, bien écoutez, il nous reste à vous souhaiter un bon appétit pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore mangé, à remercier Laurent d'avoir fait ce voyage express aller-retour dans la journée. Et je pense que vous nous aurez redonné le sentiment d'un certain intérêt dans la campagne électorale. Nous serons nombreux à regarder la télévision dimanche soir en ayant vos propos à l'oreille. Merci beaucoup Laurent, bon retour.